Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de PwC en direct. Je suis très heureuse de vous retrouver aussi nombreux. Ces webcasts ont pour objectif de partager avec vous sur les thèmes du moment liés à la crise du Covid. Par ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous vous répondrons après la webcast. Alors avant de commencer la webcast d'aujourd'hui, un petit point d'actualité. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 avril et nous fêtons les Fulbert, et oui. Et nous sommes le 100e jour de l'année. Pour les amateurs de Fitzgerald, c'est aussi le jour de la publication de Gatsby le Magnifique en 1925. Après près de 4 semaines de confinement, 75% des Français estiment que le télétravail devrait être plus développé en France et 55% souhaitent le faire plus souvent. Ça me semble une bonne idée. Aussi dans l'actualité, l'Europe a validé hier, tard dans la soirée, le plus important plan de soutien économique de son histoire. Une mobilisation de 1 000 milliards d'euros, dont 550 immédiatement disponibles pour soutenir les économies, assouplissement du mécanisme de stabilité pour 250 milliards, 200 milliards de prêts de la BEI pour les entreprises et 100 milliards pour financer le chômage partiel. La question des Corona Bonds, cet emprunt européen commun réclamé par les pays du Sud, en particulier l'Italie, la France et l'Espagne, pour soutenir l'économie à plus long terme après la crise, n'a pas été tranchée. En France, en ce qui concerne le chômage technique, Muriel Pénicaud a annoncé que le coût serait d'environ 20 milliards d'euros pour l'État. Après ce petit tour d'horizon des actualités, place à notre sujet du jour, consacré aux droits des sociétés et notamment les impacts des ordonnances récentes sur les conseils d'administration, la tenue des assemblées générales, les approbations des comptes. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 avocats en droit des sociétés, Gilles Sevadoni, Benjamin Pandaven et Xenia Minic. Gilles, bonjour. Bonjour, merci Cécile, bonjour à tous. Il est clair que la crise que nous traversons bouleverse le fonctionnement opérationnel des entreprises, mais également le fonctionnement de leurs organes sociaux, et plus précisément de leurs organes collégiaux, c'est-à-dire tout ce qui est conseil d'administration, conseil de surveillance, assemblée. Or, le fonctionnement de ces organes est indispensable à la vie sociale, et par ailleurs, il est rythmé par le droit des sociétés, par un certain nombre d'obligations fixées à la fois par la loi et par les statuts des sociétés. L'état d'urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020 pendant un délai de 2 mois à compter de la publication de la loi, ce délai, sauf prorogation, devant en principe expirer le 25 mai 2020. Dans la mesure où, pendant cette période, sont interdits les regroupements de personnes et où le confinement est imposé, le processus de décision des organes sociaux collégiaux est évidemment entravé. Et ce, alors même que les moyens modernes de communication et les évolutions législatives en droit des sociétés ces dernières années favorisent la tenue des organes sociaux de façon matérialisée, c'est-à-dire notamment par le recours à la visioconférence ou aux moyens de télécommunication. En effet, la loi n'autorise pas en temps normal toutes les sociétés à recourir à ces moyens de communication en toutes circonstances, et par ailleurs, elle fixe un certain niveau d'exigibilité et de sécurité pour l'utilisation de ces moyens. Or, toutes les entreprises ne se sont pas dotées des moyens techniques nécessaires pour remplir ces conditions. Pendant toutes ces périodes, les réunions des différents organes collégiaux, de nombreux groupements ne pourront pas se tenir physiquement. Ce qui est quand même très paradoxal parce que précisément les conseils d'administration et les conseils de surveillance ont besoin de se réunir dans l'urgence et ont besoin de travailler intensément pendant cette période. De plus, les sociétés ne choisissent pas toujours le bon moment ou leur moment pour prendre certaines décisions urgentes, et je pense notamment, en cas de vacances de direction, la nomination d'un dirigeant. Et enfin, la crise du Covid-19 survient pendant une période où la plupart des entreprises arrêtent leurs comptes et les soumettent à l'approbation de leurs actionnaires. On pourrait dire que ça tombe très mal. Le gouvernement, dans ce contexte, sur habilitation de la loi du 23 mars 2020, loi d'urgence, a adopté le 25 mars 2020 une série d'ordonnances, dont 2 intéressent particulièrement le droit des sociétés.
Ces ordonnances prévoient des mesures d'exception, premièrement pour faciliter l'établissement des comptes, et deuxièmement pour faciliter la tenue des organes collégiaux des sociétés et des groupements, c'est-à-dire, là encore, assemblée, conseil d'administration, conseil de surveillance et autres comités prévus par les statuts. La première de ces ordonnances, le numéro 318, pour faciliter, on peut avoir besoin du numéro pour les citer ultérieurement, adapte, dans le contexte de l'épidémie que nous traversons, les règles relatives à l'établissement, à l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes, ainsi que des autres documents et informations, que les entités de droit privé doivent déposer ou publier. Cette ordonnance est d'application extrêmement générale. Elle s'applique à l'ensemble des entités de droit privé, qu'elles aient ou non la personnalité morale, notamment en particulier aux sociétés en participation qui n'ont pas la personnalité morale. Alors, quelles sont les mesures que pose cette ordonnance 318 ? Eh bien, en premier lieu, et c'est la mesure la plus générale, elle aménage les délais relatifs à l'approbation des comptes. En principe, comme tout le monde le sait, les comptes doivent être approuvés par les actionnaires dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. Et ce, étant précisé que parfois, les statuts peuvent prévoir des délais dérogatoires plus courts. L'ordonnance proroge ce délai de 6 mois de 3 mois supplémentaires. Mais attention, ceci ne s'applique qu'aux seules entités qui clôturent leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'1 mois à la fin de la période d'urgence sanitaire, c'est-à-dire la période échouant le 25 mai, entre le 30 septembre 2019 et le 25 juin 2020. Attention également, cette prorogation ne s'applique pas aux entités dont le commissaire aux comptes a déjà produit son rapport, certifié les comptes, avant le 12 mars 2020. C'est donc une date importante à retenir. Donc en pratique, si on prend l'exemple d'une société qui clôture ses comptes au 31/12/2019, eh bien, elle aura jusqu'au 30 septembre prochain pour les approuver, à condition toutefois que son commissaire aux comptes n'ait pas émis son rapport sur les comptes avant le 12 mars 2020. Deuxième règle, l'ordonnance proroge de 2 mois le délai d'établissement des comptes de gestion prévisionnelle. On sait que ces comptes de gestion prévisionnelle sont exigés pour les sociétés d'une certaine taille, c'est-à-dire celles qui ont au moins 300 salariés ou un chiffre d'affaires d'au moins 18 millions d'euros. Et on sait que les dirigeants de ces sociétés, conseil d'administration, directoire, gérants, ont 4 mois après la fin de chaque semestre pour établir les comptes de gestion prévisionnelle. Donc l'ordonnance proroge de 2 mois le délai d'établissement de ces comptes, mais ne sont concernés par cette mesure que les comptes ou les sociétés dont les comptes ou les semestres sont clôturés entre le 30 septembre 2019 et l'expiration d'un délai d'1 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire là encore le 25 juin 2020. Donc la conséquence pratique pour les sociétés concernées, c'est qu'une de ces sociétés qui aura clôturé ses comptes le 31 décembre 2019 devra arrêter ses comptes annuels et les documents prévisionnels requis avant le 30 juin 2020. Troisième mesure, elle s'applique à l'hypothèse d'une liquidation de société, donc on voit là qu'on est dans un cas tout à fait spécifique. On sait qu'en règle générale, le liquidateur dispose d'un délai de 3 mois pour établir les comptes de liquidation et les documents joints à la suite de la clôture de l'exercice. L'ordonnance proroge de 2 mois ce délai dont dispose le liquidateur. Là encore, seules les sociétés qui clôturent leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et la fin de l'état d'urgence sanitaire plus 1 mois, c'est-à-dire le 25 juin 2020, pourront bénéficier de cette mesure. Quatrième mesure, très spécifique aux organismes de droit privé qui ont bénéficié d'une subvention publique affectée à une dépense déterminée,
Ces entités ont un délai de 6 mois à compter de la fin de l'exercice d'attribution de la subvention pour produire un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'aide de la subvention. Le délai est prorogé de 3 mois. Les dispositions ne sont applicables qu'aux comptes rendus financiers qui sont relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et, pour faire simple, le 25 juin 2020. Cinquième et dernière mesure posée par cette ordonnance, qui cette fois-ci est spécifique aux sociétés anonymes duales, donc à directoire et conseil de surveillance. On sait qu'en principe, le directoire doit, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l'exercice, présenter au conseil de surveillance les comptes annuels et le rapport de gestion. Ce délai est prorogé par l'ordonnance de 3 mois supplémentaires. Cela ne fonctionne que pour les sociétés qui clôturent leurs comptes entre, là encore, le 31 décembre 2019 et un mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire le 25 juin 2020. Et là encore, la mesure ne s'applique pas aux sociétés dont le commissaire aux comptes a émis son rapport avant le 12 mars 2020. Voilà pour la première ordonnance. Alors, la seconde ordonnance, qui est numérotée 321, toujours du 25 mars 2020, adapte quant à elle les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux d'administration, de surveillance, de direction. Et ce pour en permettre le bon fonctionnement pendant l'état d'urgence sanitaire. Elle a aussi un champ d'application extrêmement large, puisque sont concernées toutes les personnes morales ainsi que les entités dépourvues de personnes morales, et pour autant qu'elles soient de droit privé, et notamment, la liste n'est pas limitative, mais les sociétés civiles commerciales, les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers, c'est-à-dire les obligataires, les groupements d'intérêt économiques ou groupements d'intérêt européens économiques, mutuelles, unions de mutuelles, associations, fondations, etc. Donc évidemment, toutes ces règles dérogatoires sont temporaires. Elles s'appliquent en l'occurrence, celle de cette ordonnance, aux réunions qui sont tenues entre le 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020, avec une possibilité de prorogation par décret qui ne pourra pas excéder le 30 novembre 2020, qui est le cadre fixé par la loi. Alors, quelles sont les mesures qui sont posées par cette ordonnance? Il y en a qui s'appliquent au conseil et d'autres qui s'appliquent aux assemblées. Pour ce qui est des conseils d'administration et autres conseils, conseils de surveillance et autres conseils, je dirais, prévus par les statuts, notamment dans les sociétés par actions simplifiées, l'ordonnance étend et assouplit exceptionnellement le recours aux moyens de visioconférence et de télécommunication pour tous ces organes, toute forme de société confondue, et de la même façon, elle assouplit et étend les possibilités de consultation écrite. Que ce soit ou non prévu et autorisé par la loi, et que ce soit ou non autorisé par les statuts, voire si les statuts devaient l'interdire, ce qui est toujours possible. Par ailleurs, cette mesure d'extension très générale pour les conseils du recours à la visioconférence, aux règles de télécommunication ainsi qu'aux consultations écrites est valable pour tous les types de décisions, y compris l'approbation des comptes en vitesse de croisière, hors crise. Ça n'est pas le cas. Dans la plupart des sociétés, les décisions ne peuvent pas être prises sous cette forme-là, dès lors qu'elles se rapportent à l'approbation des comptes, à l'arrêté, des comptes, puisqu'on n'est pas encore au niveau des assemblées générales. Alors, il y a évidemment une condition qui est posée par l'ordonnance pour recourir à la visioconférence et autres moyens de télécommunication, c'est que les moyens techniques qui sont mis en œuvre pour assurer la tenue de la réunion permettent l'identification des membres des organes et garantissent leur participation effective et transmettent au moins la voix des participants et satisfassent à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. En d'autres termes, il faut que les membres puissent être identifiés et il faut que leur voix soit audible et que la retransmission soit continue et simultanée.
Donc, à propos des consultations écrites, là aussi, l'ordonnance pose des conditions. Il faut que la consultation écrite soit réalisée dans des conditions qui assurent, nous dit l'ordonnance, la collégialité de la délibération, c'est-à-dire que la consultation doit avoir été précédée d'une période suffisante au cours de laquelle les membres de l'organe d'administration ou de surveillance concerné ont pu échanger leur point de vue sur les questions qui leur sont soumises au cours du Conseil. Voilà pour les organes d'administration et de surveillance. Pour les assemblées maintenant, eh bien, l'ordonnance adapte les règles de convocation, d'information et de tenue des AG. Et à propos de la tenue des AG, ça couvre la participation et les délibérations. Pour ce qui est des convocations, l'ordonnance prévoit une règle particulière pour les sociétés cotées. Elle prévoit qu'aucune nullité de l'Assemblée n'est encourue du seul fait que la convocation n'a pas pu être réalisée par voie postale. En effet, elle exonère les sociétés cotées de l'obligation de convoquer par voie postale, sachant que la jurisprudence pose pour principe que toute irrégularité dans la convocation est une cause de nullité de l'Assemblée générale. Donc, l'ordonnance écarte cette difficulté en autorisant la convocation de l'Assemblée, même si elle n'est pas réalisée par voie postale. Le même article est muet pour ce qui est des sociétés autres que cotées. Certains auront pu en conclure que les règles habituelles s'appliquent, ce qui se traduit bien souvent par la nécessité d'envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception, ce qui vous en conviendrez n'est pas très simple en ce moment. Mais en réalité, l'article 4 de l'ordonnance prévoit que les membres de l'Assemblée, ainsi que les autres personnes qui sont susceptibles d'y participer, commissaires aux comptes, membres représentants des comités du comité social et économique, sont avisés par tout moyen permettant leur information effective de la date et de l'heure de l'Assemblée. Donc on pourra en conclure que pour les sociétés non cotées, les règles de convocation sont également assouplies. Également, assouplissement, je le disais, des règles d'information préalables à l'Assemblée générale. On sait que dans toute Assemblée générale, des documents doivent être remis aux participants préalablement afin qu'ils puissent se préparer leur vote. L'ordonnance prévoit que la communication peut être valablement effectuée par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. Donc, elle rend possible le recours à l'exercice dématérialisé du droit de communication de ces informations, préalablement à l'Assemblée, dans le contexte de la crise du Covid. En ce qui concerne les règles de participation et de délibération aux assemblées générales, nous avons ici 4 mesures prévues par l'ordonnance. La première mesure, c'est la possibilité de tenir les assemblées à huis clos, c'est-à-dire sans que les associés et que les autres participants ne soient présents, que ce soit physiquement ou encore par voie de visioconférence ou de manière audiovisuelle. Il est donc possible, à titre dérogatoire évidemment, de convoquer l'Assemblée générale dans un lieu où les participants ne pourront pas se réunir. Le représentant légal doit être autorisé pour ce faire à procéder à la convocation par décision du conseil d'administration. Les membres de l'Assemblée et les autres participants devront être avisés par tout moyen permettant l'information effective de la date et de l'heure de l'Assemblée, ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer leurs droits, comme je le disais tout à l'heure. Alors évidemment, la réunion, c'est une chose, le vote, c'en est une autre. Il est indispensable que les associés soient en mesure de voter au cours de la séance, et ceci ne supporte pas, au cours de l'Assemblée, ce qui ne supporte pas d'exception. Deuxième mesure relative à la participation aux assemblées et aux délibérations, l'ordonnance étend et assouplit exceptionnellement, et évidemment temporairement, le recours à la visioconférence, là encore, comme pour les conseils, et aux moyens de télécommunication pour la tenue, cette fois-ci, des assemblées. Il faut savoir que dans toutes les formes de société, le recours à la visioconférence n'est pas rendu possible par la loi, et c'est le cas en particulier des sociétés anonymes. Et quand il est rendu possible par la loi, c'est le cas par exemple des SARL,
il ne l'est pas il ne l'est que si les statuts l'autorisent, et pour autant que ça ne concerne pas l'approbation des comptes, ce qui ne fait pas notre affaire évidemment quand il s'agit d'approuver les comptes. L'ordonnance balaye ces obstacles et elle autorise le vote par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication pour toutes les sociétés et groupements, nous l'avons dit, même lorsque la loi ou les statuts ne le prévoient pas, et alors même que les statuts l'interdiraient, et pour l'approbation des comptes, pas seulement pour les autres types de décisions. Il y a évidemment des conditions qui sont posées. Il faut que le procédé de visioconférence mis en œuvre soit d'une qualité suffisante pour permettre de garantir l'intégrité et la qualité des débats. L'ordonnance prévoit que les moyens techniques utilisés doivent permettre l'identification des participants, transmettre au moins la voix des participants et doivent satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. On retrouve la même règle que celle qui est applicable pour les conseils. L'ordonnance ensuite assouplit le recours à la consultation écrite. Là aussi, on a un parallèle avec les conseils, en fait, pour les assemblées générales. Elle l'autorise, là encore, dans tous les groupements, lorsque la consultation écrite est prévue par la loi ou pas, sans qu'aucune clause des statuts ou d'un contrat d'émission pour des assemblées d'obligataires soit nécessaire, voire s'y oppose, et ce, pour l'ensemble des décisions, y compris celles qui concernent l'approbation des comptes. Enfin, l'ordonnance prend en compte une hypothèse particulière, celle des sociétés dont l'Assemblée aurait déjà été convoquée, mais où il serait décidé, du fait des mesures de confinement, par le conseil d'administration ou le représentant légal, de ne pas la tenir physiquement, mais de recourir aux moyens qui sont proposés, c'est-à-dire par l'ordonnance, c'est-à-dire visioconférence, consultation écrite, autres moyens de télécommunication. Et là, l'ordonnance dit qu'il suffit d'informer, alors même que la convocation initiale a déjà été lancée, il suffit d'informer les participants de ce changement de mode de délibération et de réunion, par tout moyen permettant d'assurer leur information effective 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'Assemblée. Il n'y a donc pas besoin, pas de nécessité de reconvoquer. La convocation initiale est réputée valable et je dirais, ce qui n'est plus une irrégularité, mais cette étrangeté des convocations ne sera plus un argument possible pour obtenir la nullité de l'Assemblée générale. Voilà, alors ces ordonnances ont le mérite d'exister, bien entendu, et évidemment leur rédaction laisse parfois place à des questions, des interprétations, mais elles résolvent quand même un certain nombre de problèmes, bien nombreux. Elles extendent les délais d'approbation des comptes, elles facilitent les convocations et la tenue des assemblées générales et des conseils, mais une fois que ces décisions, ces conseils, assemblées se sont tenus et ont pris leurs décisions, encore faut-il que l'on établisse et que l'on signe les procès-verbaux et que l'on puisse procéder aux formalités de publicité et notamment les formalités de dépôt auprès du greffe. Dans un contexte de confinement, là encore, ces étapes qui participent à la bonne tenue et la finalisation de la tenue des assemblées et des conseils posent problème. À ce niveau-là, et pour les formalités, une troisième ordonnance entre en jeu, qui est l'ordonnance au numéro 306, dont nous reparlera Xenia. Cette ordonnance étend notamment les délais d'accomplissement des formalités et des publications qui doivent obligatoirement être accomplis entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. En particulier, donc, cela vaut pour les délais, les formalités de publication des comptes qui sont reportés donc entre le 12 mars et sous réserve d'une extension le 25 juin 2020. Pour celles des sociétés qui sont en mesure d'arrêter leurs comptes et de les approuver actuellement et qui ne bénéficieraient pas, donc qui ne souhaiteraient pas bénéficier du report des tenues d'assemblée et de conseil, la question va être de savoir si les greffes fonctionnent. Et de ce point de vue-là, ce que nous pouvons vous dire, et c'est un vécu quotidien évidemment, le personnel des greffes évidemment est confiné, les bureaux sont fermés, mais les greffes fonctionnent et ils acceptent les dépôts d'actes numérisés. Et dans certains cas où ils exigeaient auparavant des actes sous forme papier, notamment pour les déclarations de bénéficiaires effectifs auparavant, dans le contexte de la crise du Covid-19,
ils nous ont fait savoir qu'ils acceptaient dorénavant les dépôts numérisés. Alors, l'acceptation et le dépôt d'actes numérisés était déjà de mise avant la crise actuelle pour ce qui était de l'approbation des comptes. Donc, ce sont dans ce cas-là des documents scannés qui sont déposés, mais attention, ces documents, enfin du moins les scans, ne sont que des copies, ils n'ont pas valeur d'originaux, et donc il est bien clair que les originaux doivent exister, ils doivent être conservés, et ils doivent avoir fait l'objet d'une signature, que ce soit une signature sur le papier ou une signature électronique. Une simple signature par copie, je dirais, sur informatique ne pourrait pas fonctionner. Voilà. On voit bien que les ordonnances facilitent considérablement la prise de décision, la possibilité donc notamment d'approuver les comptes. On voit également que les greffes fonctionnent, que les dépôts des comptes est possible aujourd'hui. Par ailleurs, les sociétés ont une possibilité d'extension des délais pour l'approbation de leurs comptes et pour les formalités, l'accomplissement des formalités de dépôt. Et la question qui se posera aujourd'hui, donc à elles, à certaines d'entre elles, c'est de savoir si elles ont intérêt à approuver leurs comptes maintenant et à les déposer, ou alors au contraire, si elles ont intérêt à bénéficier des reports qui leur sont offerts par la loi. Il se pourrait que la réponse à cette question nous soit donnée par les règles d'établissement du rapport de gestion. Et je laisse la parole à Benjamin qui va nous parler précisément de cette question. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup Gilles, merci beaucoup. Bonjour. Alors effectivement, une fois qu'on a exposé les conséquences des ordonnances sur la tenue des AG et des CA, la question qu'on va se poser, c'est quelle information on va délivrer aux associés. Donc l'information délivrée aux associés, elle est bien sûr, on pense principalement au rapport de gestion. Mais avant de parler du rapport de gestion, intéressons-nous aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur les comptes, et on va s'intéresser aux exercices clos principalement le 31 décembre 2019. Donc sur ces exercices, on a une réponse récente de l'autorité des normes comptables, donc qui date du 2 avril 2020 et qui vient confirmer, parce que la question qui se posait, c'est est-ce qu'on ajuste ou pas les comptes compte tenu de ces événements post-clôture d'épidémie de Covid-19. Et donc l'ANC vient d'apporter une réponse dans une communication du collège de l'ANC en date du 2 avril. La réponse est claire. Le Covid-19 est un événement 2020 sans impact sur les comptes clos au 31 décembre 2019, y compris en cas de remise en cause de la continuité d'exploitation. La conséquence, elle est qu'on ne modifie pas les comptes. On a une information, des informations à donner en annexe, et l'ANC précise la nature de ces informations. Pour plus de précision, je vous laisse vous reporter aux communications faites par l'ANC sur son site internet, et bien sûr sur notre site PwC, www.pwc.fr, qui traite de divers sujets et onglets relatifs à l'épidémie de Covid-19, ces mises à jour au quotidien. Et donc, on passe au rapport de gestion qui est finalement le reflet des comptes que l'on présente aux associés. Alors, juste, on rappellera pour les petites entreprises, les petites entreprises, ce sont les entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants, 6 millions d'euros de total de bilan, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 50 salariés. Donc, si deux de ces trois seuils sont dépassés, j'ai une obligation d'établir un rapport de gestion. S'ils ne le sont pas, je suis une petite entreprise qui est dispensée. La question qui se pose pour ces petites entreprises avant de passer au contenu du rapport de gestion va être en termes de responsabilité du dirigeant dans cette période un peu particulière et en termes d'informations à délivrer aux associés. On peut avoir à s'interroger sur l'opportunité en tant que dirigeant, même si on est dispensé, de faire un rapport de gestion pour communiquer une information qui est quand même un peu décisive compte tenu de la période qu'on traverse actuellement. Donc, c'est à apprécier au cas par cas, en fonction de la composition de l'actionnariat de la société, mais c'est un point à regarder. Et maintenant, quand on parle du contenu en soi du rapport de gestion, alors on va rappeler que l'épidémie de Covid-19 est considérée comme un fait marquant de l'exercice 2020. Donc, c'est dans les rapports de gestion relatifs à l'exercice qui sera clos le 31/12/2020 que de nombreux développements y seront consacrés. Alors, toutefois, on a bien entendu deux dispositions du Code de commerce qui nous invitent dans le rapport de gestion à évoquer le Covid-19, l'épidémie de Covid-19 et les mesures prises par le gouvernement. La première, c'est la disposition de l'article L232.1.2 du Code de commerce qui s'applique à toutes les sociétés commerciales, SA, SAS, SARL, SCA. Je ne vais pas faire l'inventaire. Et donc, il dispose que le rapport de gestion doit notamment exposer l'évolution prévisible de la situation de la société et les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice,
Donc, si on raisonne 31/12/2019, c'est cette date et la date à laquelle il est établi. L'autre article qui invite à compléter le rapport de gestion des exercices clos 31/12/2019 d'informations particulières quant au Covid, c'est le 225-100-1 troisièmement du Code de commerce, donc qui s'applique à toutes les sociétés commerciales sauf les SAS, et donc qui dispose que le rapport de gestion doit évoquer une description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, le contenu du rapport de gestion, autant les ordonnances, vous avez vu, donnent beaucoup de dispositions relatives à comment on tient les AG, comment elles sont décalées et dans quelle mesure on peut les décaler. Autant sur le contenu du rapport de gestion, il faut avoir en tête que les ordonnances n'apportent aucune nouvelle mesure. On fait avec les mesures du Code de commerce existantes. Donc, partons de ce postulat et rappeler les deux dispositions qu'on vient d'évoquer. Bon, il paraît pertinent d'évoquer dans le rapport de gestion si la société concernée est visée par des mesures de fermeture obligatoire, par exemple, si le chômage partiel a été mis, si un télétravail a été mis en place, et d'une manière plus globale, quelles sont les conséquences de l'épidémie sur la bonne marche des affaires de l'entreprise. Une question qui peut se poser dans le contexte actuel et compte tenu des outils qui sont mis à notre disposition par le gouvernement, par les ordonnances, c'est est-ce qu'il y a une opportunité de décaler ou pas l'Assemblée générale dans les limites des possibilités qui nous sont offertes par les ordonnances. Alors, à notre avis, la question et la réponse, elle s'apporte au cas par cas. Et on doit tenir compte des contraintes que l'écoulement du temps entre la date de tenue de l'AG et la date de clôture pourrait générer sur la densité et la qualité de l'information qu'on devra apporter aux associés, sur la nécessité de procurer, dans une certaine mesure, un peu rapidement, une information claire et transparente aux associés, qui peut inciter à la tenir le plus rapidement possible. Et enfin, suivre l'évolution des règles et des annonces qui sont faites quant à la distribution de dividendes. On en a certaines aujourd'hui, on va en parler tout de suite. Voilà. Est-ce qu'on attend de voir si le gouvernement va un petit peu plus loin sur la distribution de dividendes qu'il n'est allé aujourd'hui, puisqu'il réserve ce point aux grandes entreprises, on va le voir tout de suite. Voilà. Autant de points qui sont des questions qu'il faut se poser pour savoir est-ce qu'on décale ou pas nos assemblées générales. Et donc, qui dit assemblée générale dit bien sûr distribution de dividendes. Le sujet était très sensible et initialement, c'est des déclarations du ministre le 24 et le 27 mars qui a tout d'abord invité les sociétés à plus de modération quant au versement de leurs dividendes, les sociétés cotées, visées. Et en dernier lieu, le 27 mars, qui a déclaré que les versements de dividendes étaient tout simplement incompatibles avec tout d'abord le report des charges fiscales et sociales accordées par l'État, mais également pour les garanties d'État et les PGE, les prêts garantis par l'État. On rappellera que Bruno Le Maire n'avait pas expressément évoqué le chômage partiel dans ses déclarations invitant les entreprises à ne pas distribuer de dividendes. Et donc, à la suite de ces déclarations, on a un communiqué du ministère de l'économie et des finances en date du 2 avril 2020 et vient un petit peu encadrer les conditions dans lesquelles une entreprise peut ou pas distribuer des dividendes. Alors, on va commencer, ce qui est important, par le champ d'application de cette communication du ministère de l'économie et des finances. Le dispositif s'applique aux grandes entreprises. Et les grandes entreprises, qu'est-ce que c'est? Il s'agit des entités ou groupes d'entités qui dépassent un des deux seuils suivants, soit 5 000 salariés, soit 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France. Les conditions étant appréciées par rapport à des textes du Code général des impôts, qui sont les textes relatifs à l'intégration fiscale ou à la CVAE. Ça, ce sont les entreprises concernées à ce jour. Voilà, à ce jour, sur la communication qui est émise par le ministère de l'économie et des finances, on ne parle que des grandes entreprises. Et ensuite, le dispositif, quel est-il? Une grande entreprise qui demande un report d'échéance fiscale et sociale ou un PGE. Et on notera que dans la communication du ministère de l'économie et des finances, aujourd'hui, n'est pas spécifiquement visé le chômage partiel. Donc, une telle entreprise devra s'engager à, petit 1, ne pas verser de dividendes en 2020 à ses actionnaires en France ou à l'étranger. Et petit 2, à ne pas procéder à des rachats d'actions au cours de l'année 2020. Alors, il faut entendre dividendes au sens large quand on parle des distributions de dividendes. Donc, c'est aussi bien les distributions de dividendes que les distributions de réserves, que les acomptes sur dividendes, que les distributions de dividendes en actions. Ce qui va nous intéresser, on l'a vu sur les questions qui nous ont été posées dans le cadre du webcast, c'est quelles sont les exceptions et dans quel cas on peut distribuer des dividendes. La vie s'arrête pas. Effectivement, les acteurs économiques ont parfois l'obligation de répondre à des questions, qu'elles soient financières, qu'elles soient contractuelles. Il faut distribuer du dividende.
Alors aujourd'hui, le document qui est mis à notre disposition, il permet de ressortir quelques exceptions, mais attention, hein, le document il est très court, il tient sur 4 pages, il ne répond pas à toutes les questions, il reste assez général. En tout cas, ce qui vise aujourd'hui comme exception ne sont pas concernés par l'engagement de non-distribution de dividendes les entreprises qui ont une obligation légale de versement de dividendes ou celles qui ont procédé à des distributions avant le 27 mars 2020. Donc pour les distributions faites avant le 27 mars 2020, donc avant les annonces officielles du gouvernement, l'entreprise n'est pas en risque. Après le 27 mars, c'est différent, on est obligé de respecter l'engagement. Qu'est-ce qui est autorisé? Également les attributions de titres liées à une réorganisation de groupes qui ne sont pas assimilables à des versements de dividendes en actions. Là, on peut le faire. Les rachats d'actions destinés à l'attribution d'actions aux salariés sont également possibles et toutes les distributions qui sont liées à l'exécution d'un engagement antérieur au 27 mars 2020. Attention, hein, là, on a un petit peu d'analyse. Qu'est-ce qu'un engagement antérieur au 27 mars 2020? Dans quelle mesure cet engagement doit-il être irrévocable ou pas? Il y a vraiment au cas par cas des questions à se poser pour rentrer dans ces exceptions. Et enfin, chose importante, les distributions intra-groupes sont possibles lorsqu'elles ont pour effet au final de soutenir financièrement une société française, notamment lui permettre de respecter ses engagements contractuels vis-à-vis de ses créanciers. Alors là, je vous fais de la lecture, hein, parce que pour l'instant, la seule base qu'on a, c'est celle-là. Et on peut lire derrière ça plusieurs cas. Hein. Ça peut être une filiale dont la société mère est une ligne de reprise dans le cadre d'un LBO. On a l'impression, à lire le texte aujourd'hui, qu'on pourrait se placer sous l'exception pour faire remonter du dividende. Voilà. Bon, on rappellera encore une fois qu'à ce jour, le gouvernement ne vise que les grandes entreprises. Même si tout ça peut être un peu mouvant, hein, il faudra suivre l'actualité pour éventuellement anticiper si demain le dispositif est étendu à d'autres entreprises. Donc la formalisation, elle se fait de 3 manières différentes, mais la formalisation de l'engagement de dividendes est prévue dans le document communiqué par le ministère des Finances. Et enfin la sanction, hein, parce que bien sûr le non-respect de l'engagement est sanctionné par la restitution l'application de pénalités de retard, hein, sur les échéances fiscales ou sociales qui auraient été reportées et le remboursement, le cas échéant, des avantages octroyés dans le cadre des PGE. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les dividendes. Alors, quand on déroule les incidences et les impacts du Covid sur les sociétés, on a bien sûr, on va dire, ces sujets assemblée générale et information permanente de rapports de gestion et de dividendes qui subissent des conséquences, mais on a également des opérations exceptionnelles que le Covid-19 vient impacter et pour lesquelles ont été mises en place des mesures, on va dire, palliatives, pour lesquelles je laisse parler Xenia tout de suite. Merci Benjamin, bonjour à tous. Donc parmi les ordonnances qui ont été publiées le 26 mars dernier, l'ordonnance numéro 306 qui est relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire impacte directement les opérations de restructuration en cours puisqu'elle reporte le terme du délai d'opposition des créanciers qui échoua durant cette période. Alors, comme Gilles l'a rappelé tout à l'heure, la période d'urgence sanitaire court du 24 mars au 24 mai 2020 inclus et pourra être, si besoin, prorogée par une nouvelle loi. Cette ordonnance de numéro 306 s'applique au délai qui expire entre le 12 mars et le 24 juin. Donc, elle remonte un petit peu avant le début de l'état d'urgence et elle englobe un mois qui suit la fin de cette période. Donc, cette ordonnance prévoit notamment que tout acte de recours, formalité ou publication prescrit par la loi ou les règlements qui aurait dû être accompli entre le 12 mars et le 24 juin sera réputé avoir été fait à temps s'il est accompli après le 24 juin dans le délai légalement imparti pour agir, mais sans pouvoir excéder 2 mois. Donc, si on transpose cette règle au délai d'opposition des créanciers, cela signifie que si le délai d'opposition des créanciers échoue entre le 12 mars et le 24 juin, la date d'échéance de ce délai sera reportée après le 24 juin, soit pour une nouvelle période de 30 jours, soit pour la durée qui a couru pendant la période visée par l'ordonnance, selon l'interprétation qu'on retient du texte de l'ordonnance. Puisqu'en effet, la rédaction de l'ordonnance n'est pas claire et les 2 lectures sont possibles. Alors, d'après la circulaire du 26 mars qui commence cette ordonnance, le nouveau délai qui commencera à courir à compter du 25 juin sera égal au délai qui était initialement imparti par la loi ou le règlement, sans pouvoir, bien sûr, excéder 2 mois. Donc, on repartirait donc pour un nouveau délai d'opposition de 30 jours. Alors, concrètement, quel va être l'impact de ce report de délai sur les opérations de fusion, d'apport, scission ou de TUP en cours? Eh bien, à notre avis, il convient de distinguer entre les TUP et les fusions-scissions.
Alors, concernant les TUP, on a un article du Code civil qui est l'article 1844.5 qui stipule que la transmission du patrimoine n'est réalisée qu'à l'issue donc du délai d'opposition des créanciers. Ce qui signifie que l'opposition d'un créancier a pour conséquence de suspendre la réalisation de la TUP et que la TUP ne pourra être réalisée avant l'expiration du nouveau délai d'opposition. Donc, elle ne pourrait être réalisée qu'à partir du 25 juillet 2020. Alors, concernant les fusions et les scissions, les APA-scissions, la situation est différente parce que l'opposition d'un créancier n'a pas pour conséquence de suspendre les opérations de fusion-scission. Puisque nous avons l'article 236.14 du Code de commerce qui dispose que l'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion. Par conséquent, nous considérons que rien ne s'oppose à ce que les assemblées appelées à statuer sur les opérations de fusion, scission ou APA-scission se tiennent à l'issue du délai initial de 30 jours, puisqu'en effet, l'article R 236.2 du Code de commerce dispose que la publication au BODAC a lieu 30 jours au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération, ou pour les fusions simplifiées, elle doit intervenir 30 jours au moins avant que l'opération ne prenne effet. Autrement dit, nous n'avons pas de disposition légale ou réglementaire qui impose d'attendre l'expiration du délai d'opposition pour tenir les assemblées qui approuvent la fusion. Alors, un avis du comité de coordination du registre du commerce, qui porte le numéro 2016-016, va dans le même sens, puisque le comité de coordination du RCS s'est prononcé sur la question de savoir si en cas d'opération de fusion, le fait de tenir l'assemblée qui approuve la fusion avant l'expiration du délai d'opposition des créanciers pourrait justifier un rejet des formalités par le greffe. Bien, le comité de coordination répond par la négative en affirmant que la faculté pour les sociétés de poursuivre les opérations de fusion malgré l'existence d'une opposition implique que le greffier, saisi d'une demande d'inscription modificative relative à une telle opération pendant le cours du délai d'opposition, ne peut la refuser. Alors, cependant, il convient d'être attentif à la rédaction des traités de fusion pour les opérations en cours, parce qu'il arrive que parmi les conditions suspensives à la réalisation de la fusion, on mentionne la purge du droit d'opposition des créanciers. Donc, dans ce cas, il conviendra de modifier le traité, donc soit avant l'Assemblée par le biais d'un avenant, soit au début de l'Assemblée, pour reformuler cette condition qui pourrait être reformulée comme la publication au BODAC au moins de 30 jours avant la tenue des AG, puisqu'on sera conforme au texte. Également, il faut faire attention à la rédaction des traités pour les fusions simplifiées, parce qu'il n'est pas rare d'écrire dans le traité que la fusion prendra effet le lendemain de l'expiration du délai d'opposition des créanciers. Donc, si vous avez prévu cette rédaction dans vos traités, eh bien, la date de réalisation de la fusion sera reportée. Donc, il conviendra de modifier le traité pour reformuler la date de réalisation comme étant, par exemple, le 31e jour qui suivra la publication au BODAC. Alors, ce problème de report des délais d'opposition des créanciers, on le retrouve également en cas de réduction de capital non motivée par des pertes, puisque si le procès-verbal de l'Assemblée générale qui a décidé la réduction de capital est déposé avant le 25 juin 2020, ce qui est tout à fait possible puisque les greffes acceptent en ce moment les dépôts électroniques, le délai d'opposition, donc de 30 jours pour les SARL ou de 20 jours pour les sociétés par action, commencera à courir à compter du 25 juin 2020. Et comme les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition des créanciers sur la base de l'article 225-205 du Code de commerce, eh bien le greffe refusera de mettre à jour le CABIS tant que le délai d'opposition n'aura pas expiré. Alors, j'attire votre attention sur une autre disposition de cette même ordonnance qui suspend les délais administratifs. En effet, l'article 7 de l'ordonnance suspend les délais administratifs qui auraient dû expirer entre le 12 mars et le 24 juin 2020, et notamment les délais administratifs qui auraient normalement été acquis implicitement au cours de cette période. Donc, typiquement, là, c'est l'accord tacite de l'administration. Alors, ces délais sont suspendus, ce qui veut dire que le délai qui a couru entre le 12 mars et le 24 juin n'est pas pris en compte. Et ce délai commencera à courir à partir du 25 juin 2020.
Alors, pour vous donner un exemple concret, cette suspension des délais s'applique au délai de 2 mois qui est accordé aux mairies pour exercer leur droit de préemption commerciale en cas de cession de fonds de commerce, lorsque le fonds est exploité dans un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. Donc, le cédant doit déclarer le projet de cession à la mairie 2 mois avant la cession, à peine de nullité de la vente, et la mairie a 2 mois pour répondre, et le défaut de réponse au bout des 2 mois vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Donc, si vous déposez votre demande entre le 12 mars et le 24 juin, le délai de 2 mois commencera à courir à partir du 25 juin. Donc, ce qui risque de reporter la réalisation des opérations de cession de fonds. Donc, si vous vous trouvez dans un tel cas, il faut absolument contacter la mairie et essayer d'obtenir une réponse express. Cela reste possible. En cette période, les mairies répondent ou on peut trouver leur adresse mail sur leur site et généralement le service d'urbanisme répond. Donc, pour conclure très rapidement, je voulais juste vous faire part d'un retour d'expérience sur certains points pratiques qui nous occupent actuellement. Donc, le premier concerne les formalités au greffe. Donc, comme Gilles l'a rappelé tout à l'heure, toutes les formalités au greffe restent possibles sous la forme dématérialisée, sachant que les greffes traitent en priorité les simples dépôts et les immatriculations de sociétés. Pour ces formalités-là, les délais sont les mêmes qu'avant le confinement. Par contre, pour les autres formalités, les délais sont plus longs, d'une part, et surtout, va se poser un problème pratique qui est que les greffes rejettent les formalités lorsqu'un enregistrement n'a pas pu être effectué. Alors, concernant les formalités d'enregistrement, il faut savoir que les SIE sont fermés au public, mais ils restent joignables par téléphone dans la majorité des cas le matin et vous pouvez aller sur le site impôts.gouv pour trouver les créneaux horaires auxquels le SIE qui vous intéresse est joignable. Ensuite, en pratique, il faut appeler le SIE, il faut leur envoyer des mails et notre expérience, c'est qu'actuellement, ils n'acceptent d'enregistrer que les documents qui sont jugés vitaux pour la survie de la société. Donc, notamment les opérations qui touchent au capital social. Et la procédure est un peu particulière parce qu'il faut leur envoyer le document par scan. Donc, ils vont l'enregistrer le considérer enregistré dans leur base et donc communiquer directement avec le greffe pour confirmer que l'enregistrement a été effectué. Mais le document papier enregistré, vous ne l'obtiendrez qu'à l'issue de la période d'urgence sanitaire. Voilà, donc j'en ai fini et je rends la parole à Cécile pour conclure. Merci beaucoup Xenia, merci beaucoup à tous les trois de cet éclairage particulièrement complet sur l'impact de la crise sur le droit des sociétés. Un grand merci à vous d'avoir participé. Vous pouvez aller voir cet après-midi sur notre site le programme de la semaine prochaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos experts pour approfondir les différents sujets. Il y a eu beaucoup de questions posées pendant la webcast. Nous allons y répondre à partir de mardi prochain. Et puis, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end de Pâques, une bonne chasse aux œufs avec une preuve d'imagination pour tous ceux qui sont en appartement pour organiser ça. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur PwC en direct.